J'avais l'idée en tête depuis très longtemps. Et là, forcément, avec le sujet des ingérences extérieures Made in Russie, hein, je le rappelle, Poutine qui prend une gigantesque branlée sur le champ de bataille, où en fait on ne savait pas, mais depuis 3 ans, l'Ukraine est en train de gagner le conflit, ça se voit, hein, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait 3 ans. Et donc là, en ce moment, la Russie qui est complètement acculée, parce que d'ailleurs tout l'Occident a bien envie qu'ils aillent se faire acculer à un moment donné par l'Ukraine, et la Russie, tu sais, ils sont en train de perdre, ils sont en train de se faire déchirer, et leur seule problématique, c'est de se demander comment les services secrets russes vont essayer de faire tomber Gabriel Attal, hein, qui déjà, chargé comme il est, doit pas marcher très très droit, un coup de Mistral, couché. Donc, bon, d'ailleurs, couché de base, mais bon, c'est pas ça. Donc, si tu veux, ça, pour moi, c'est acquis. Je veux dire, les médias le répètent, c'est que ça doit être la vérité. Et les dangers des ingérences extérieures, c'est ça. Et en gros, les ingérences extérieures, c'est la Russie. Mais quel est le rapport avec mon fantasme ? C'est-à-dire que ça fait des mois que je me dis, tiens, un jour, que j'aurai que ça à foutre, une fois que je me serai épilé les genoux, enfin, toutes les priorités, je mènerai l'enquête sur toutes les personnalités françaises, notamment du monde politique, qui font partie, tu sais, des clubs dont on parle beaucoup, les Young Global Leaders du World Economic Forum, les Young Leaders de la French American Foundation, les Young Leaders de la French Chinese Foundation. Je me suis dit, tiens, si ça pose problème parfois, tu sais que certains politiciens aient des liens avec la Russie notamment. C'est le cas d'un mec comme Thierry Mariani du RN, que je ne porte pas très haut dans mon estime, mais le mec se fait épingler depuis 10 ans parce qu'il a des liens avec la Russie. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait voir combien de politiciens ont des liens avec d'autres pays et qui sont jamais dérangés avec ça, parce que peut-être ça veut dire qu'il y a des ingérences étrangères autorisées et d'autres qui sont pas autorisées. Il y a même des ingérences motorisées, si t'es en bagnole, mais c'est autre chose. Donc, je me suis dit quand même, bon, c'est une idée que j'avais en tête, et là, il y a eu une déclaration médiatique qui m'a poussé à réaliser mon fantasme. Je me suis dit, il y en a marre. Oh non, et quand il y en a marre, il y a Malabar, évidemment. Benjamin Haddad. Alors Benjamin Haddad, c'est un macroniste. Pour vous donner une petite idée, vous voyez Jean-Noël Barrot, charisme de grille-pain, élocution de poêle à frire. Bon Benjamin Haddad, c'est encore pire, tu vois. Écoutez ce qu'il nous a dit, c'était face à Natacha Polony sur LCI le 11 août. Haddad, vous avez été directeur du Centre Europe de l'Atlantic Council, et la plupart des élites européennes participent à l'Atlantic Council, c'est le principal lobby qui œuvre à la dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. Et depuis 2017, nous avons amplifié la dépendance vis-à-vis de Microsoft, vis-à-vis de Google. Donc, on va y arriver, mais il faut démarrer maintenant. Moi, je suis tout à fait prêt à débattre avec vous et à discuter avec vous de tous ces sujets, parce que je partage d'ailleurs beaucoup des constats que vous avez posés. Je vous demandais en revanche de ne pas verser dans le complotisme. Parce que moi, j'ai passé 7 ans aux États-Unis, j'étais d'ailleurs régulièrement sur cette antenne pour pouvoir en parler, et j'ai justement, aux États-Unis, porté la voie de l'autonomie stratégique. Moi, ce que j'ai vu... Non, mais c'est un signe que le... Je suis désolé, mais... Oui, c'est un signe, c'est un... Pardon, moi je suis... Non, attendez, excusez-moi. On va pas débattre de ça. Non, mais je vais juste... Il y a un lien transatlantique qui est soutenu par vous. Voilà, donc Natacha Polony, que j'aime bien, d'ailleurs, plutôt bien, dans les journalistes mainstream, on va dire ça va, qui rappelle à notre ministre délégué chargé de l'Europe et des post-it que, parler des ingérences russes quand... vous avez lustré la zigounette à McDonald's pendant des années et que vous avez appartenu au pire lobby pro-américain en Europe, peut-être qu'il y a comme une contradiction. Et là, la réaction de Benjamin Haddad, qui a d'ailleurs adopté cette mode, en ce moment chez les macronistes, qui marche très bien, c'est les yeux de chouette-culotte. C'est comme ça. Tu sais, c'est la mode Attal. Je comprends pas. Hein. Donc, putain, je suis peut-être en train d'imiter Vincent Cassel. Je comprends pas. Non, c'est de la merde. Donc, si tu veux, l'accusation de Benjamin Haddad en complotisme, elle est assez... passionnante, de se dire le mec en est là encore, de se défendre comme ça. Et puis la journaliste de LCI qui se réveille, tu sais, parce que d'habitude elle anime des débats entre des gens qui sont pas d'accord. Donc en fait elle est pas fatiguée en fin de journée. Et là il y a une invitée qui dit une contradiction. Et l'autre elle est hein, quoi ? Excusez-moi, j'étais en train de prendre de l'héroïne. Comment ça, Madame Polochon là,
C'est pas le sujet. C'est quoi le sujet d'ailleurs? Donc, ambiance bizarre sur LCI. Et Natacha Polony, il faut quand même bien le reconnaître, qui lève un lièvre, qui soulève un lièvre, comme on dit. To run up a leverette. Donc, moi je me suis dit quand même... Attends, si on s'en prend aux ingérences russes, c'est qu'il y a moyen. Je veux dire, Benjamin Haddad, peut-être qu'il fait partie des rares personnalités politiques à être passé par des lobbies soit pro-américains, soit pro-chinois ou autres, tu vois. Je veux dire, c'est pas possible que notre classe politique, qui ait des pudeurs de gazelle à chaque fois qu'il y a une affaire avec la Russie, c'est pas possible qu'une grande partie d'entre eux soient liés à des lobbies pro-américains, pro-chinois ou je ne sais quoi. Ce serait grossier, si tu veux. Ce serait grossier que ces gens-là appartiennent à ce genre de lobby pour ensuite cracher à la gueule de la Russie qui fait des ingérences. Bon. Ça, c'était le constat de départ. Alors, j'ai réalisé ce fantasme de mener l'enquête. J'ai pris 1 heure cet après-midi pour éplucher tous les catalogues des Young Leaders. C'est un peu comme la Redoute, mais avec des politiciens corrompus, parce que c'est le terme. Hein, je veux dire, quand tu vas faire des soirées petits fours du côté du World Economic Forum, c'est rarement pour la carte de membre. C'est qu'à un moment donné, tu vas peut-être en obtenir des avantages, des avancées dans ta carrière. Hein. C'est là où d'ailleurs le terme de carte de membre prend tout son terme. Tout son sens d'ailleurs. Donc j'ai épluché tous les catalogues, tu vois, et il y a des trucs. Alors là, accrochez-vous parce qu'on va rigoler. Tu vois déjà le World Economic Forum, donc tu connais. Hein, bon, on ne l'explique plus. Hein, présidé il y a peu encore par un certain Klaus Schwab. Donc tu connais, hein, Klaus Schwab, n'ayez pas peur, tout ça. Par exemple, dans la liste, j'ai fait vite sur le World Economic Forum parce qu'on en parle souvent. C'est les autres qui sont intéressants. Tu vois, Macron, Young Global Leader 2012. Attal 2020. Schiappa 2018. Là, par contre, c'est plus étonnant. Marlène Schiappa, hein, la Simone Veil du livre de cul, est quand même passée du statut d'autrice sous le pseudonyme de Marie Minelli, de bouquins formidables comme Les filles bien n'avalent pas, Oser l'amour des rondes, ou encore Sexe, mensonge et banlieue chaude. Elle est passée de ça à l'élite mondialisée du World Economic Forum. Il y a ce qu'on appelle en astronomie une sorte de trou noir. C'est que comment tu passes de livre de cul assez médiocre, où même Bruno Le Maire aurait déclaré « ça ne m'a donné qu'une demi-molle », comment tu passes de ça à l'élite mondialisée? Si à un moment donné, il n'y a pas des gens qui décident de te faire grimper. Voilà, je peux pas, j'ai pas la réponse. Donc moi, je vous donne des faits. Après, vous vous démerdez. Hein. T'as eu également dans la liste Amélie de Montchalin, 2021, ou encore Najat Vallaud-Belkacem. Alors moi, si tu veux qu'on ait des politiciens corrompus qui aillent lustrer tous les glands de la planète pour avoir des avancées dans leur carrière et se faire bien voir dans tous les cercles mondialistes, pas de problème, no problème. Par contre, prenez au moins des gens compétents, si possible. Parce que là, Amélie de Montchalin, Marlène Schiappa, Vallaud-Belkacem, t'as quand même les to be free de la bêtise. Hein. Je veux dire, là, c'est ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Il y en a un pour 3. Tu commences à avoir du QI -12. C'est une température de météo ou pas? Non, c'est vraiment groupé -12. On ne sait pas comment c'est possible. On a croisé des concombres de mer avec plus de quotient intellectuel. Donc ça, c'est pour le World Economic Forum. Mais là où ça devient coquin, c'est sur la French American Foundation. Regardez, c'est le site officiel de la French American Foundation. Alors, leur merde de recruter... Alors, le principe, hein, j'explique, on ne passer trop vite dessus. Le principe de la French American Foundation, c'est une foundation, c'est une fondation, en fait, en américain. Ils mettent en commun des Américains et des Français, mais à mon avis, avec un impact géopolitique qui est au même niveau que le club de bridge de Winsenheim, si tu veux, en Alsace. C'est si t'écoutes les journalistes, tu vois, comme Benjamin Haddad qui dit non, mais en fait, ce serait complotiste de dire que ces gens-là se recrutent, créent un entre-soi mondialisé pour permettre de fabriquer de toutes pièces une élite internationaliste qui va se coopter et se permettre des avancées dans toute la planète. Ça, ce serait complotiste, en fait. S'ils se font chier à créer des foundations, c'est pour le plaisir de partager un bol de Ben & Nuts en fin de journée en disant How are you? Parce que c'est un américain, donc c'est B2, qualification B2 pour échanger. C'est simplement pour le plaisir d'avoir un petit Kirkassis, quoi. Donc ça, c'est le site de la French American Foundation. T'as vu, ça a commencé en 1980, cette merde. Donc j'ai mis en jaune les noms qui vont vous évoquer des trucs.
Louis Dreyfus, Bernard Guetta, alors qui n'est pas le DJ, qui est le journaliste de gauche qu'on retrouve sur France Inter. Il y a des noms surprenants, préparez-vous. Alain Juppé, François Léotard, Alain Minck. Après, c'est le tiercé dans l'ordre. Guy Sormand. Alors, Guy Sormand, qui est l'un des papes du néolibéralisme en France et en Europe. J'ai fait toutes les listes de toutes les promotions. Il n'y a pas beaucoup de marxistes, je ne vais pas vous mentir. Franchement, il y a des mecs qui bossent chez Marx, mais pas des gens qui pensent comme Marx. Vraiment, il n'y en a pas. Ensuite, 1983, Jean-Marie Colombani, Christine O'Krent, Jacques Toubon. 1994, c'est mon année de naissance. On s'en bat les couilles, mais Henri de Castries, qui d'ailleurs, soit dit en passant, fut l'ancien dirigeant d'AXA, les assurances, et fut également à la tête de l'Institut Montaigne en France, par exemple, tu vois. Parce que tu te doutes bien que les gens qui sont dans la French American Foundation, c'est pas des épiciers au départ. Vraiment. Laurent Geoffrin, tu sais, le journaliste de gauche, dans un groupuscule pro-américain néolibéral. Tout est possible. Il paraît que Daniel Cohn-Bendit voulait intégrer la bande à Dorothée. Donc tu vois, tout est possible. 95, Olivier Nora, qui était le fameux PDG de la maison d'édition Grasset, qui s'est fait dégager par Bolloré il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, petite parenthèse, la French American Foundation, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les éditeurs ou les dirigeants de maisons d'édition, mais vous allez voir, il y en a plein. On continue. François Villeroy de Gallo, dirigeant de la Banque de France. Anne Lauvergeon, ancienne patronne d'Areva. Pierre Moscovici. Denis Oliven, qui lui aussi était responsable d'une maison d'édition. Enfin, même d'ailleurs, qui est un gros investisseur français, pardon. François Hollande, ça vous dit quelque chose. En 98, Aquilino Morel, ancien dirigeant du Trésor en France. Marisol Touraine, ancienne ministre sous Hollande. En 2000, Arnaud Montebourg. Ben oui, tu sais, Arnaud Montebourg, celui qui te dit, oui, quand même... la France, est-ce qu'on n'est pas un peu américanisé ? Est-ce qu'on n'est pas un peu les vassaux des États-Unis ? Bah au moins, il a pu se renseigner à la source. 2001, Manuel Carcassonne. Lui, il était également, si je vous dis pas de bêtises, il était patron de maison d'édition, je crois que c'était chez Grasset, si je veux pas dire de saucisse. Ouais, c'est ça. Il a fait une majeure partie de sa carrière aux éditions Grasset, puis aux éditions Stock. Nicolas Dupont-Aignan. En 2001. Ouais, je vous montre. Alors ça, j'ai pas compris. Arnaud Montebourg non plus, tu me diras. En 2002, Jean-Marc Jancovici, Valérie Pécresse. Et en 2002, fallait les repérer. Valérie Pécresse, en 2002, elle apprenait à compter. Donc ça date. 2005, Nathalie Kosciusko-Morizet, Emmanuel Mignon, qui fut d'ailleurs la directrice de cabinet de Sarkozy. Mathieu Pigasse, c'est le milliardaire de gauche. Ouais. Ouais. 2006, Najat Vallaud-Belkacem, elle est partout, comme une MST. Laurent Wauquiez, voilà. 2008, Pierre Kosciusko-Morizet, qui est le mari, en fait, de Nathalie Kosciusko-Morizet, si je dis pas de bêtises. Et Kosciusko-Morizet, c'était le fondateur de Price Minister, à l'époque. Donc un grand chef d'entreprise français, faut quand même le reconnaître. Attends, j'ai toujours un doute. Oui, c'est sa sœur, Nathalie Kosciusko-Morizet, excusez-moi. Ils sont pas ensemble, pas déconner non plus. Ils ont des limites. Amélie Oudéa-Castéra. Ouais, elle était là-bas. Alors, je sais, peut-être, à mon avis, elle devait beurrer les tartines. 2009, Alexandre Bompard, qui fut le dirigeant du groupe Fnac, fut un temps. Aujourd'hui, dirigeant de Carrefour. En 2010, Jeannette Bougrabe. 2011, Édouard Philippe. Ah, décidément. 2012, Fleur Pellerin, Cédric Villani et un certain Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ça vous parle. 2013, Julien Aubert, politicien des LR, Mathias Fekl, ou Fécal, je sais pas comment on dit, qui fut ministre sous Hollande, on va dire Fécal du coup. 2014, Julia Minkowski, grande avocate française qui est notamment la compagne de Benjamin Griveaux, voilà, qu'on embrasse. Antonin Baudry, alors ça c'est vrai, je l'ai mis en avant, mais il faut reconnaître, c'est le réalisateur du film de Gaulle, que vous avez vu, des 2 films de Gaulle, qui sont au cinéma encore peut-être actuellement, et qui était diplomate avant, c'est aussi pour ça, il faut le rappeler. 2017, Sophie de Closet, qui est également une grande responsable de maison d'édition, Gaspard Koenig, Thomas Pesquet, je sais pas ce qu'il fout là, 2018, Maël de Calan. Alors Maël de Calan, c'est mon Pokémon préféré. Vraiment, vous savez, dans les Pokémon, t'as Pikachu, Gros Boulard, tout ce que tu veux. Maël de Calan, c'est mon préféré des Pokémon macronistes. Alors au départ, il s'appelle Maël de Lalande de Calan. Ils ont dit, c'est plus des particules, c'est une chenille ton histoire. Et donc il a dit Maël de Calan. Ça ira très bien comme ça. Aujourd'hui, il est président du conseil départemental du Finistère.
Et alors ce mec, moi je l'adore parce qu'en fait, en 2018, il a été recruté par McKinsey. Ouais. Et je regardais sa fiche Wikipédia. En tant que consultant du cabinet américain, il participe à la gestion de la crise sanitaire en 2020 et 2021 auprès du gouvernement français. Ouais. McKinsey, puis en fait après il a fait de la politique. Ouais. Maël de Calan, retenez bien son nom parce qu'on va en reparler de lui. Après on continue. Amélie de Montchalin, qu'elle est là aussi. Elle est là, Amélie, ouais. Bah, apparemment ils recrutent pas au QI à mon avis. Young Leader français 2019, Delphine O, qui est la sœur de Cédric O, qui était ministre du numérique sous Macron. 2020, Sophie Adenau, tu sais l'astronaute là, Young Leader. Jean-Noël Barrot, ouais, lui aussi, lui il a dû me foutre le tarama sur les tartoches. Puis après ça c'est les dernières listes qui sont sorties. Tu vois, t'as Othman Nasrou qui est un politicien français dont on entend beaucoup parler en ce moment. Véronique Cardi, PDG des éditions Lattès. Je vous dis, je sais pas ce qu'ils ont avec les maisons d'édition, mais ils aiment bien. Si on continue, là on est sur les dernières années, hein, les plus récentes. Il y a eu, bon, on les connaît pas, genre Maher Damak, peut-être l'inventeur du hamac, j'en ai aucune idée. Ouais, on n'a pas grand-chose. Alors Paolin Pasco, je sais pas qui c'est. Est-ce que ça a un lien avec Panayotis Pasco? J'en sais rien. Je sais pas, on va pas lancer de rumeurs, hein, attention. Victor Caro, peut-être inventer le carrelage. Richard Adenau, c'est peut-être le frère de Sophie Adenau ou son mec, parce qu'ils ont le même nom, c'est pas impossible. On a sur les dernières années, ils sont moins connus, hein. C'est un peu plus chiant. Aisha Fukushima, faut pas qu'elle pète, hein. Thomas Claudel, on sait pas qui c'est. Élise Bas, préfète secrétaire générale pour l'administration de la préfecture de police. Ensuite, on les connaît pas. Ils sont un peu à chier les derniers, hein. Un peu déçus quand même. Un peu déçu, ouais. Tu vois, là, on était en 2024, là, on arrive en 2025. Ariel Schwab. Non, je pense pas qu'elle a à voir avec Klaus Schwab, faut pas déconner, ce serait trop gros. Ah, Marguerite Cazeneuve. Si, elle, on l'aime bien. Elle, on l'aime bien aussi. Là, il y a des bons conflits d'intérêts aussi avec Marguerite. Tac. Lisa Einstein. C'est bien, ça, Lisa Einstein. Laurent Saint-Martin, politicien. Ah, qui s'est recyclé chez Rothschild, c'est vrai, ouais. Tu sais, Laurent Saint-Martin, il devait être candidat macroniste c'était pour les législatives à Paris, je crois, en 2022 ou quelque chose comme ça, ouais. Avec Schiappa qui avait fait un discours pour lui et tout, c'était catastrophique. Donc voilà, tu vois, ça c'est pour je vérifie si j'ai oublié personne dans la belle liste. Non, c'est déjà pas mal, tu me diras. Ça, c'est la French American Foundation, tu vois. Et là, t'as que des mecs qui, concrètement, ont été recrutés, cooptés dans un lobby américain. Et ça, c'est pas une ingérence. C'est-à-dire que des politiciens, des diplomates, des gens dans les entreprises qui sont cooptés, qui sont mis en contact avec des réseaux américains, qui sont ensuite renvoyés en France, c'est pas de l'ingérence. Ça n'a rien à voir. Alors, un peu plus exotique, on a également la French China Foundation. Donc vous avez sur le site officiel, vous avez toutes les promos, regardez, depuis 2013, j'ai tout remonté pour vous. Et là encore, on a des belles brochettes. Hein. Ah, j'ai fait des boucheries qui étaient moins bien achalandées. Écoute, je te les ai fait dans l'ordre. Hein. 2013, Chantal Joanneau, ancienne femme politique sous Hollande. Jérôme Gage, tu connais, socialiste. Il est socialiste. Le matin, il se lève et dit « Ah, je vais tout donner, mais demain. » 2014, Franck Riester, Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France, à qui on a prêté d'ailleurs une relation amoureuse avec Emmanuel Macron. Voilà. Il aurait pu lui polir le galet. Édouard Philippe, en 2014. Oui, parce qu'il y en a certains qui font le grand chelem. C'est-à-dire que tous les lobbies où il faut aller partager les bananotes, ils y sont. Donc tu vois, tu peux aller dans un lobby qui a pour objectif de créer des ingérences étrangères. Tu peux le faire une fois, mais pas 15. Tu peux le faire 2 fois. Bon bref, t'as capté. Mais il y a quand même une certaine appétence. Quand on les retrouve dans plusieurs lobbies étrangers, tu te dis, c'est quand même des gens qui respirent pas le patriotisme. Si dès qu'on leur promet une coupette de champagne pour défendre des intérêts d'un pays qui n'est pas le leur, et que ces gens-là disent oui, tu te dis peut-être que faudrait songer à les déménager. À un moment donné, aller dans ces pays-là. Genre Édouard Philippe part en Chine, puis on n'en parle plus, tu vois. On continue la liste. On a en 2017 Coralie Dubost, députée macroniste, qui était celle qui était sortie avec Olivier Véran, à un moment donné. Ce qui aurait pu lui valoir la médaille du courage. D'ailleurs, fut un temps. Mais Coralie Dubost, si je dis pas de conneries, elle a été... Il y a eu une histoire de string. Elle s'est acheté des strings avec de l'argent public. Attends, je veux pas confondre. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle.
Coralie Dubost, un député peut-il utiliser son avance de frais de mandat pour acheter des vêtements? Voilà. Je crois qu'elle avait acheté des sous-vêtements, elle. Voilà. Elle aurait dépensé, voilà, nous dit Sud-Ouest, regarde, hein, c'est dépenser des milliers d'euros en vêtements, lingerie et escapades en bord de mer aux frais du contribuable. Ouais. 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 Bah, peut-être qu'en s'achetant un string, Coralie Dubost, elle s'est dit, vous voyez, je suis comme les Français, moi aussi je l'ai dans le cul. Je sais pas, après, moi je veux pas être dans le négatif, j'essaie de trouver des solutions, de réconcilier les Français entre eux, ça me semble très important. Donc elle était à China Foundation, tu vois, par exemple. En 2017, on a également Agnès Pannier-Runacher. Ouais. Elle est partout, hein, c'est fou. Hein. Brune Poisson, également, une macroniste. En 2018, Sybille Veil, présidente de Radio France. 2019, Maël de Calan. Je te l'avais dit, il va nous faire tous les apéros, lui. Maël de Calan, il était là aussi. Ouais, McKinsey, French American Foundation, French China Foundation. C'est pas De Gaulle, mais on n'est pas loin. Hein. Olivier Véran, en 2019, évidemment. En 2020, Olivia Grégoire, la poissonnière, ancienne porte-parole des macronistes. Jean-Baptiste Djebari, lui aussi, qui a des affaires au cul. Et tu vois, ça par exemple, c'est que pour la French China Foundation. Alors, qui sont les deux plus connus? Et pour faire un premier arrêt respiratoire dans cette vidéo, moi, si tu veux, quand je vois toutes ces listes avec certains personnages qui se retrouvent d'ailleurs à plusieurs endroits, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une volonté chez ces gens-là de faire du réseautage, ce qui, sur le papier, est tout à fait sain. Mais, enfin, tout à fait sain, tout à fait compréhensible. À un moment donné, dans des corps de métiers spécifiques, les gens se réunissent par groupement d'intérêts pour se permettre des avancements, on va pas être naïf, ça existe dans la vraie vie. Genre, faut pas déconner, on a tous connu ça. Mon gamin, il cherche un stage de 3e, hop, mon voisin, il est bouché, paf, finalement, t'es boulanger. Bon, ça peut arriver. Mais à l'échelle politique, quand on parle de gens qui viennent dans les médias, chialer à longueur de journée, nous dire « Mais vous comprenez le lobbying russe ? Ah, il y a des députés, ils sont allés à Disneyland, ils ont fait quoi ? Des montagnes russes, envoyez-les au goulag !» Donc, quand ces gens-là déboulent avec des larmes de crocodile nous expliquer qu'en fait les ingérences russes, c'est le début de Waterloo, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi Waterloo? Ça n'a absolument rien à voir. Le début du retour des tsars, si tu veux, faut peut-être se détendre 30 secondes. Parce que souvent, on retrouve dans nos amis qui ont des larmes de crocodile des personnages qui déboulent et qui ont des liens qui sont hautement problématiques. Sur la French China Foundation, je vais poser une question basique. Et c'est vraiment une question, je n'ai pas la réponse, mais comment peut-on faire confiance à des politiciens qui étaient aux manettes pendant le Covid, au moment où c'est répandu dans la presse dominante la rumeur qui voulait que le Covid soit né dans un marché à Wuhan, enfin dans un laboratoire P4 près de Wuhan. Est-ce qu'on peut faire confiance à des politiciens qui appartiennent à un lobby, à un groupe d'intérêts franco-chinois? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là pour oser relayer une version qui pourrait porter atteinte aux intérêts chinois? C'est le principe d'un lobby. Comme je vous disais tout à l'heure, je vois pas pourquoi des gens se feraient chier à organiser des apéros avec des têtes d'œufs à longueur de journée si à un moment donné, c'est pour qu'il n'y ait pas un renvoi d'ascenseur. C'est du lobbying. Tout ce dont je vous parle là, c'est le symbole des ingérences étrangères, de pays étrangers vers la France. Et avec des membres de nos élites qui y vont, mais les yeux fermés. Les yeux fermés et peut-être d'autres choses ouvertes, mais c'est pas tant le sujet. Et je ne peux m'empêcher de vous montrer une séquence d'un incroyable reportage qui est très bien, qui est signé Off Investigation. Allez voir, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Off Investigation. Ils font un travail énorme. Et ils avaient révélé un truc extraordinaire sur un échange franco-américain dans lequel on avait retrouvé un certain Emmanuel Macron. Petit extrait. Emmanuel Macron entend parler d'un puissant lobby américain très bien implanté en Europe depuis les années 70. La German Marshall Fund. The German Marshall Fund of the United States, strengthening transatlantic cooperation in the spirit of the Marshall Plan. GMF is a living memorial to the Marshall Plan, which saw billions of dollars in aid from America to help rebuild Europe after World War II. GMF serves as a conduit, connecting people and ideas on both sides of the Atlantic, seeking solutions for today's big challenges. Et pour faire face à ces grands défis d'aujourd'hui, la GMF rassemble souvent à Bruxelles de hautes personnalités venues des États-Unis, comme d'anciens conseillers à la Maison-Blanche,
des généraux en poste à l'OTAN, et même d'anciens candidats républicains. Ce groupe de pression pro-Washington est notamment financé par certains GAFAM, ces géants de la tech américaine issus de la Silicon Valley, mais aussi par l'USAID, une agence gouvernementale américaine. L'ancienne boss de la GMF, Karen Bonfried, a d'ailleurs été longtemps en poste à la CIA. Voilà, donc je vous montre un petit extrait. Allez voir la suite de la vidéo, évidemment, chez Off Investigation, je le redis, qui font vraiment un super boulot. Donc, je finis par cette séquence sur un élément du passé de Macron que l'on relaie bizarrement pas beaucoup, pour expliquer à quel point, aujourd'hui, soyons clairs, les ingérences russes sont l'arbre qui cache la forêt. Si la France se meurt, si nous en sommes là aussi, je pense à titre personnel que c'est parce que nous avons des élites qui vendent leur cul pour un paquet de cacahuètes. Je ne peux pas le résumer plus simplement. Et le fait de s'en prendre à au moindre semblant d'ingérence russe est le meilleur moyen de focaliser l'attention sur toutes les interférences étrangères qui peuvent exister et qui sont parfaitement normales dans un monde multipolaire, multiconnecté, où chaque puissance cherche à trouver des moyens de pression sur les autres. Regardez l'affaire Epstein, il suffit de voir l'implication du Mossad pour comprendre que ce fut un immense générateur à moyens de pression sur les élites mondialisées. Disons les choses comme elles sont, tous ces groupuscules sont des lobbies qui ont pour objectif de centraliser les membres des élites et de créer un réseau qui va permettre à tout ce monde-là de se tenir par les mains tous ensemble dans la défense de la démocratie. Et je ne serais pas honnête intellectuellement dans cette vidéo, et ma vidéo ne serait pas complète si je n'évoquais pas le lobby sioniste qui existe en France, qui s'appelle Helmet. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le Canard Réfractaire, qui avait fait une vidéo extraordinaire là-dessus, que j'aimerais beaucoup inviter d'ailleurs, sur Juste Milieu à l'occasion. Parce que lui aussi, je trouve qu'il fait vraiment un boulot très très chouette. Enfin, il y a plein de gens qui font des boulots super, moi ça me régale. Je crois que c'est lui, je veux pas dire de bêtises. Attendez, il faut que je vous la retrouve, je suis sur sa chaîne, allez vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je crois que c'est lui. Bon, dans tous les cas, si c'est pas lui, c'est pas grave, parce que c'est très bien comme ça. Si c'est ça, voilà, c'est cette vidéo-là. Révélation sur les lobbies israéliens en France. Voilà. Elle est excellente, cette vidéo. Elle est vraiment chouette. Et là encore, qui ose dire qu'en France, vous avez des politiciens à qui ce fameux lobby Helmet, c'est Helnet, non je crois que c'est Helnet, pardon je dis Helmet, je crois que c'est Helnet, propose des voyages en Israël tout frais payés à des politiciens français. Mais si ça ne s'appelle pas de la corruption, qu'est-ce que c'est ? Ou à minima du lobbying, ou à minima des ingérences étrangères. Donc, on va pas faire la liste pendant 8h30, vous avez compris le principe. Ce qui se passe avec les ingérences russes est une supercherie. Si la même exigence était placée pour lutter contre d'autres ingérences extérieures, on n'en serait pas là. Donc, je tenais à faire cette vidéo, à décortiquer, les amis, toutes les listes de ces foundations, de ces World Economic Forum, tout ce que vous voulez, pour bien comprendre qu'il y a du monde. Ça en fait du monde, et là encore, je serais pas honnête si je vous donnais pas le fond de ma pensée, il y a même des personnages assez surprenants. Quand je vois des Dupont-Aignan, des Montebourg, merde, il y en a un troisième, merde, que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, dans les... Merde, je l'ai oublié. Merde, dans les personnages dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont surprenants et qui sont pas forcément ceux à qui on pense tout de suite. Bon, Thomas Pesquet, oui, c'est certain, mais... Emmanuel Macron, c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné, faut quand même le reconnaître. Oui, c'est Dupont-Aignan Montebourg, et il y en avait un troisième qui m'a surpris quand même. Bon, ça m'échappe. Bon, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que on voit aussi que il y a des personnages qui semblent faire partie de la solution, mais qui quand même partent de loin et partent d'un monde où je peux tout à fait entendre que les gens changent de point de vue au fur et à mesure de leur carrière, mais à un moment donné, il faut quand même être un petit peu prudent. Quand on commence dans des lobbies américanisés jusqu'à l'os, et que finalement, 15 ans plus tard, on se rend compte que, ouais, en fait, non, peut-être que je me suis planté, je reconnais que ça m'interpelle. Et que je trouve ça peut-être un petit peu suspect. Je suis obligé d'être tout à fait transparent avec vous. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus sur nos lobbies étrangers qui passent très bien, les ingérences extérieures autorisées.